Je me propose d'étudier avec vous aujourd'hui l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est un sujet assez vaste que je vais résumer au maximum. Je vous promets de faire un effort. Alors, mon exposé comprendra deux parties. Une première, où je vais essayer de reprendre les politiques nationales qui ont été menées par les principaux États européens. Et dans un deuxième temps, j'étudierai la construction européenne proprement dite. Je commence donc d'abord par voir dans un panorama assez large quelle est la situation donc des différents pays qui composent maintenant l'Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, en ce qui concerne la France, je vais commencer par la France. La France est ruinée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est ruinée sur le plan économique et politiquement, elle ne tient pas vraiment la route. Le général de Gaulle, qui était à la tête d'un gouvernement provisoire jusqu'au début de 1946, voudrait établir un régime dominé par un exécutif fort. Toutefois, son projet ne passe pas et pendant 12 ans, il va devoir se résoudre à une longue traversée du désert. Ce qui se met donc en place, c'est un régime que l'on appelle la Quatrième République et qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à la Troisième République. Autrement dit, la Quatrième République, ce n'est rien d'autre qu'une Troisième République bis, un régime où domine le Parlement, où le président de la République, toujours élu pour 7 ans, comme sous la Troisième République, n'a pas beaucoup de pouvoir. Il joue un rôle essentiellement lors de la formation des gouvernements. Alors je vous ai dit que dans un premier temps, la France a de grosses difficultés sur le plan économique, mais dès le début des années 1950, comme dans d'autres pays européens d'ailleurs, grâce au plan Marshall qui vient à la rescousse des pays européens dès 1947, et qui était d'ailleurs initialement pensé comme manière d'endiguer l'avancée du communisme, et bien grâce à ce plan Marshall qui permet donc aux États européens de disposer d'investissements importants sur son territoire, l'économie va pouvoir être relancée. La France, dans le courant des années 50, va devoir toutefois faire face à des guerres coloniales longues et pénibles entre 1950 et 1954 en Indochine, et puis entre 1954 et 1961 en Algérie. Ces guerres coloniales se terminent par l'indépendance des pays concernés, à savoir le Vietnam, le Cambodge et le Laos pour l'Indochine, et l'Algérie, suite aux accords d'Évian en 1962. On passe à la Cinquième République. Alors la Cinquième République en France, elle résulte d'un coup de force, si je puis dire, du général de Gaulle. Non pas un coup d'État, comme l'a longtemps appelé un président qui lui succédera plus tard, François Mitterrand, qui écrit un ouvrage qui s'appelait Le coup d'État permanent, mais enfin, il a joué justement sur la crainte qu'avait le gouvernement de voir l'armée prendre le pouvoir suite aux difficultés du régime. En 1958, De Gaulle, qui était donc ce chef prestigieux qui avait guidé la France libre au départ de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1944, De Gaulle devient donc président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, mais à la condition, avait-il dit, de pouvoir
instaurer à terme un régime présidentiel et donc de réformer la Constitution. La Constitution est réformée en 1958, il devient président, mais ce n'est que quelques années plus tard, en 1962, justement, précisément, sauf erreur de ma part, que la Ve République va prendre la forme qu'on lui connaît maintenant, c'est-à-dire un régime présidentiel, où le président est élu au suffrage universel et où le Parlement joue un rôle finalement secondaire, a fortiori quand on n'est pas en période de cohabitation. C'est-à-dire lorsque le gouvernement et le Parlement donc sont de la même couleur politique que le président de la République. La France des années 60 est une France qui connaît une croissance économique tout à fait remarquable dans le domaine des chantiers navals, dans le domaine de l'aviation, de l'industrie également électrique. Mais, c'est le cas de le dire, en mai 1968, la France connaît une crise de régime qui a plusieurs facettes. D'ailleurs, à la suite d'un mouvement étudiant qui se développe à partir du 22 mars de la même année et qui va prendre toute son ampleur dans les journées de mai 68, la France se réveille. Elle a connu pendant 30 ans, ça se terminera en 74 d'ailleurs, ce que l'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de croissance continue avec un plein emploi. Eh bien, cette France, qui est une France prospère, politiquement parlant, est une France paternaliste, dominée par le chef, le général de Gaulle, qui est un petit peu omniscient et omnipotent, évidemment pas comme dans un régime fasciste, ça va de soi. C'est un régime où le président est dans un régime tout à fait démocratique, il n'y a aucun doute à ce sujet-là, mais un régime où la droite domine, ainsi que ses valeurs, c'est-à-dire des valeurs d'autorité, de respect de la hiérarchie, et ça, évidemment, la jeune génération ne le supporte pas, d'autant plus qu'on est dans une société de consommation et où tout le monde veut avoir son mot à dire, où domine l'idée de satisfaction immédiate des besoins. Mais à côté de cette crise, je dirais, au niveau des mentalités, qui est entre autres liée pour les étudiants au fait que leurs auditoires sont beaucoup trop petits, il y a eu une explosion du nombre d'étudiants dans les universités suite à l'arrivée de tous ces enfants qui sont nés pendant le baby-boom entre 1945 et 1950 et qui, entre 1965 et 1970, ont justement entre 18 et 22 ou 23 ans. Mais à côté donc de cette révolte étudiante, de ce changement au niveau des mentalités, dont la révolte étudiante est assez symptomatique, il y a également une révolte sociale qui s'explique essentiellement que les profits, on est en période de pleine croissance, sont très importants pour les patrons, alors que les ouvriers ne voient pas arriver sur leur compte en banque une augmentation significative de leur salaire. Et il y a parallèlement à la grève des étudiants donc une grève des ouvriers. À un moment donné, plusieurs millions de travailleurs français sont en grève. La révolte étudiante va, se terminer en laissant espérer des réformes profondes dans l'enseignement supérieur. C'est la loi Edgar-Faure qui va conduire à la création de toute une série d'universités, entre autres à Paris. Sur le plan social, Jacques Chirac est à l'époque ministre de l'Emploi, donc du Travail du général de Gaulle, va, lors des accords de Grenelle, pousser les patrons à ce que les ouvriers, les employés aient une augmentation significative de leur salaire. Donc la crise a été évitée à terme, le régime n'est pas tombé. Le général de Gaulle s'en va,
Plusieurs présidents vont lui succéder. D'abord Georges Pompidou jusqu'en 1974, qui est un gaulliste comme lui. Ensuite un libéral, Valéry Giscard d'Estaing, qui gouverne donc, préside aux destinées de la France entre 1974 et 1981, et qui doit gouverner dans des conditions difficiles. Au début de son mandat, c'est le premier choc pétrolier, ce qui veut dire qu'il va y avoir une augmentation très très importante du prix du carburant, et que donc ça va se ressentir au niveau du coût des prix donc des produits industriels. Le chômage va commencer à augmenter très fortement à partir de 1975-1976. Par contre-coup, la gauche va monter, elle rate les élections de 1978 et en 1981, un président socialiste est élu, François Mitterrand, qui, pendant 2 ans, de 81 à 83, va mener une politique avec les communistes et les radicaux qui sont dans son gouvernement, une politique de nationalisation des grands secteurs de l'énergie, des banques et des grandes sociétés. Mais dès 1983, une politique de rigueur, d'austérité est mise en place avec Laurent Fabius, qui est son Premier ministre. Puis des périodes de cohabitation vont suivre, ces périodes de cohabitation qui vont dorénavant, jusqu'à une période relativement récente, émailler la suite de la Ve République. François Mitterrand va devoir ainsi gouverner, entre autres, avec Jacques Chirac, puis avec Édouard Balladur, qui sont des hommes de droite. En 1975, Jacques Chirac est élu, une première fois jusqu'en 2002, il mène donc une politique de droite, mais en 2002, le candidat socialiste Lionel Jospin se retrouve numéro 3 derrière Jacques Chirac et devant le candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen. Et la France est donc trouvée dans une situation tout à fait inédite de devoir choisir entre un président de droite et un candidat d'extrême droite. Et donc, grâce au report de voix des électeurs de gauche sur Jacques Chirac, celui-ci a pu être élu avec un score presque stalinien de 80% des voix de l'électorat français. Jean-Marie Le Pen en ayant donc un peu moins de 20%. Voilà. Alors, depuis 1995, la France est donc dominée par la droite. En 2007, un virage libéral, mais ultra-libéral, est pris par le successeur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui va multiplier des mesures, justement, allant dans le sens de son électorat très à droite, tant en ce qui concerne l'accueil des étrangers qu'en ce qui concerne les mesures fiscales. On verra en 2012 ce que la France va devenir sur le plan politique. Ce qui est sûr, c'est que la France, depuis 2008, comme l'ensemble des pays de la planète, doit faire face à un recul, une récession sur le plan économique, et on n'est pas encore sorti de cette crise. Voilà pour la France. Alors pour le Royaume-Uni maintenant, pour le Royaume-Uni. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout à fait de manière étonnante, le Premier ministre britannique qui avait mené à la victoire son pays va être battu aux élections au lendemain de la défaite de l'Allemagne. C'était inimaginable. Logiquement, quand vous gagnez une guerre contre un ennemi aussi puissant que l'Allemagne nazie, eh bien, il paraissait tout à fait logique que Winston Churchill soit reconduit comme Premier ministre. Pas du tout. Les conservateurs ont été battus, et c'est le socialiste, en Grande-Bretagne on dit le travailliste, Attlee, A-2-T-L-2-E, Attlee, qui devient
chef du cabinet britannique, au Premier ministre. Alors, sous sa direction, va se mettre en place ce que l'on appellera plus tard l'État-providence, le welfare state, qui avait été, comment dirais-je, conçu par Beveridge. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système où l'individu est pris en charge depuis le berceau jusqu'à son cercueil, où la sécurité sociale dont bénéficient les citoyens est extrêmement forte, en particulier dans le domaine de la santé. C'est ainsi que le système de santé mis en place en Grande-Bretagne, donc au lendemain de la guerre, est un système de santé, je dirais, qui correspond pratiquement à celui d'un pays communiste. Vous pouvez aller chez le dentiste, chez le médecin généraliste, en ne payant rien du tout. Il existe à côté du système de santé étatique, collectif, un système privé également en médecine, mais qui coûte horriblement cher. Comme dans les autres démocraties occidentales, les conservateurs et les progressistes vont alterner. Vous allez avoir ainsi dans les années 70 des travaillistes au pouvoir avec Wilson et d'autre part Callaghan. Mais à la fin des années 70, c'est en 1978 si mes souvenirs sont bons, c'est le début de l'avancée massive du néolibéralisme un petit peu partout dans le monde. Se trouve à la tête du cabinet britannique Margaret Thatcher, qu'on va bientôt appeler la Dame de Fer. Elle est Premier ministre et elle va appliquer des remèdes de cheval pour dégraisser, à ses yeux évidemment, toutes les dépenses superflues de cet État-providence. Donc c'est un coup de barre à droite, à 180 degrés par rapport à ce qui pouvait exister précédemment, à cet État-providence mis en place dès 1945 au Royaume-Uni. Elle va promulguer des lois anti-syndicales, de telle manière que les syndicats n'aient plus la possibilité de s'opposer à des fermetures d'entreprises. C'est ainsi que de nombreux charbonnages vont être fermés à la fin des années 70 et au début des années 80. Remarquez qu'en Belgique, à la même époque, on connaît un phénomène similaire en Wallonie. Déjà dans les années 70, déjà avant l'Angleterre. Elle estime que l'État doit limiter son rôle uniquement à la protection de la monnaie. Donc elle a une politique monétariste. Pour le reste, l'État doit se désengager le plus possible de la vie sociale, de la vie collective. C'est donc du libéralisme à outrance. Sur le plan de la politique étrangère, elle va connaître un beau succès lors de la guerre des Malouines en 1982. De nouveau, ça de mémoire. Autrement dit, les îles Falklands qui se trouvent au large de l'Argentine dans l'Atlantique Sud. Va lui succéder un libéral qui sera peut-être un peu plus tendre qu'elle, tout en étant très nettement à droite, c'est John Major. Qui gouvernera donc dans les années 90. Enfin, les années 2000 ont été marquées, toute cette décennie a été marquée par la politique de Tony Blair et
par celle de son successeur, Brown. Cette politique, c'est celle de la troisième voie entre le libéralisme pur et dur et le travaillisme à l'ancienne. Tony Blair a ainsi participé à la suppression en 1984 d'un article du Labour, c'est-à-dire du Parti travailliste, qui prévoyait la nationalisation des grands moyens de production. En fait, Tony Blair, par cette troisième voie, inaugure ce que l'on peut appeler le socialisme libéral ou le libéralisme social, comme on voudra. Et vous savez que depuis cette année-ci, un nouveau gouvernement s'est mis en place avec James Cameron, qui lui est un conservateur qui gouverne avec des libéraux, donc à l'exclusion des travaillistes, donc des socialistes, et qui prévoit dans la législature qui vient la suppression d'un demi-million de fonctionnaires. Imaginez ce que c'est, je ne sais pas dans quel secteur on va trouver ça, et la suppression de dizaines de milliers d'enseignants, et c'est ce qui explique ces derniers jours, qui explique les manifestations des étudiants d'enseignement supérieur à Londres, entre autres, que vous avez pu voir, entre autres devant le bâtiment du Parti conservateur. Il est question de tripler le minerval des étudiants de l'enseignement supérieur, donc de passer de 1 000 € à 3 000 € pour l'instant. Voilà, ce sont des remèdes de cheval assez incroyables, évidemment. Alors, quels sont les grands pays dont je peux encore vous parler? L'Allemagne. Alors l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est occupée par les 4 grands vainqueurs, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS. En 1949, 2 républiques naissent des cendres de l'État allemand défunt en 1945 et occupé pendant 4 ans. C'est la République fédérale d'Allemagne à l'ouest et la République démocratique allemande à l'est. La République fédérale d'Allemagne va avoir sa propre monnaie. Elle va rentrer quelques années plus tard au sein de l'OTAN. Et jusqu'en 1960, et même au-delà, elle va être dirigée par même plus tard, pendant plus de 15-20 ans, elle va être dirigée par les chrétiens démocrates, qui, de 1949 à 60, en tout cas, sont dirigés par le chancelier Konrad Adenauer et par le ministre de l'économie, le professeur Erhard. L'Allemagne, qui était complètement détruite en 1945, grâce aux investissements américains, va pouvoir repartir de plus belle dans les années 50, et dans les années 60, on parle véritablement d'un miracle allemand. De la même manière qu'au Japon, on parle également d'un miracle japonais à ce moment-là. Aux chrétiens démocrates vont succéder dans les années 70, déjà à la fin des années 60, les socialistes, avec Willy Brandt, puis Helmut Schmidt, qui est un contemporain donc, de Giscard d'Estaing. Puis vous allez avoir, après Helmut Schmidt, dans les années 80-90, contemporain de Mitterrand, Helmut Kohl, qui lui est un chrétien démocrate. Puis vous allez avoir, à la fin des années 90 et dans les années 2000, Gerhard Schröder, qui est un social-démocrate, donc un socialiste,
Et enfin, depuis maintenant 5 ans, sauf erreur de ma part, Angela Merkel, qui est chancelière chrétienne-démocrate, et qui travaille maintenant avec les libéraux. Alors, le grand défi, évidemment, de l'Allemagne d'après-guerre de l'Allemagne fédérale d'après-guerre a été ses contacts avec sa république sœur, la République démocratique allemande, où existait un régime communiste dur, dont le dernier dirigeant s'appelle Erich Honecker. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Moins d'un an plus tard, l'Allemagne est réunifiée sous la direction, la présidence de Helmut Kohl. Et le grand défi d'Allemagne sera bien sûr de pouvoir gérer la réunification. N'oubliez pas que le pays avait été véritablement coupé en deux. Depuis 1949, par le rideau de fer, et à Berlin même par le fameux mur, qui avait été édifié en 1961 pour éviter aux Allemands de l'Est de partir vers l'Ouest, même si le motif invoqué n'est évidemment pas celui-là, qu'on peut s'imaginer. Il a fallu donc réinvestir dans l'Est de l'Allemagne, dans les 5 Länder, c'est-à-dire les 5 régions qui étaient restées communistes pendant donc 40 ans, un peu plus de 40 ans. Maintenant, l'Allemagne forme un État comprenant 17 Länder, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire 17 régions, et où l'Est peine à suivre, comme toujours, où le chômage est beaucoup plus important qu'en Allemagne occidentale. Alors, je vais vous donner quelques éléments concernant l'Europe méridionale, puis on va voir l'Europe orientale avant de vous parler de l'Union européenne. Alors, l'Europe méridionale. Le Portugal, l'Espagne et la Grèce, jusqu'en 1975, avec des dates différentes, c'est 73 pour la Grèce, 74 le 25 avril pour le Portugal et 75 pour l'Espagne, l'Europe du Sud, pendant les 30 ans qui suivent la guerre, vont connaître des régimes autoritaires. En tout cas pour le Portugal et l'Espagne. Pour la Grèce, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une guerre civile avec les communistes et les royalistes à la fin, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a eu un système monarchique qui s'est mis en place. Et alors pendant 7 ans, il y a eu effectivement une dictature de 60... je réfléchis un petit peu, ça doit être de 67 à 74, c'est pas 73. À 74, c'est donc la dictature des colonels. C'est en fait l'invasion de Chypre par les Turcs qui va faire chuter ce régime dictatorial. Puis alors, depuis cette date, donc depuis 35 ans maintenant, la Grèce connaît une alternance entre la droite et la gauche. C'est des Karamanlis, Papandréou, enfin, c'est deux familles un petit peu comme au Liban, qui ont envoyé des membres de leur famille pour les représenter, si je puis dire. Et la Grèce va finalement, grâce à l'éviction des colonels, pouvoir rentrer dans l'Union européenne, mais elle connaît d'énormes problèmes parce que l'État grec a menti sur sa solvabilité déjà en 2002, ce qui lui a permis de rentrer dans la zone euro, alors qu'en fait, la Grèce ne rentrait pas dans le cadre des critères de convergence qui lui permettaient de rentrer dans l'Union européenne. En ce qui concerne le Portugal, à la suite, le régime salazariste, c'est-à-dire un régime fasciste corporatiste, va durer entre 1926 et 1974. Ce régime va être mis par terre par les forces armées, le mouvement des forces armées, donc au mois d'avril, après un premier coup d'État qui avait raté un mois plus tôt. Et c'est un régime, alors, d'abord révolutionnaire qui se met en place, mais pour très peu de temps,
parce que dès la fin de l'année 1974, il y a une normalisation, et ce sont les socialistes d'abord, puis la droite classique, qui vont alterner au pouvoir. Un personnage a toutefois joué un rôle important à ce moment-là, c'est le chef du parti socialiste Soares. En Espagne, le régime franquiste qui est mis en place entre 1936 et 1939 tombe en 1975. Franco avait désigné de son vivant comme successeur celui qui est encore prince, le prince Juan Carlos, qui faisait partie, qui était le petit-fils du dernier roi d'Espagne, donc Alphonse XIII, son père n'a jamais régné, d'ailleurs le comte de Barcelone. Il était désigné par Franco, et alors c'est une succession bien lourde, c'est que Franco voulait que ce système de monarchie autoritaire, avec ce système corporatiste, survive après son décès, mais Juan Carlos, qui a bien joué, je dirais, après la mort de Franco, est parvenu, grâce à son aura en tant que successeur désigné auprès des franquistes, à se maintenir au pouvoir et, grâce à ses ouvertures démocratiques, à ouvrir le champ politique aux forces démocratiques. Le Parti communiste, le Parti socialiste vont d'ailleurs être bientôt légalisés dans l'année qui va suivre. Et c'est ce qui explique que différents gouvernements, maintenant, depuis 35 ans, vont se succéder, vont alterner en Espagne des gouvernements de gauche et de droite. C'est d'abord un gouvernement de droite qui, bien entendu, succède au régime de Franco. Le Premier ministre s'appelle Suarez, à ne pas confondre avec Soares au Portugal, Suarez. Et puis différents gouvernements vont se succéder. Alors je vous ai dit que dans ces gouvernements, on va avoir des couleurs différentes. Vous allez avoir parmi les grands les gouvernements qui vont succéder, tout d'abord le gouvernement socialiste de Felipe González, qui va s'empêtrer dans des scandales politico-financiers. Va lui succéder alors le gouvernement de José María Aznar, qui est un gouvernement de droite, mais qui, lui, va perdre en 2004 à la suite de l'attentat devant la gare d'Atocha à Madrid. Le gouvernement va mentir en prétendant que c'est l'ETA, donc le gouvernement, l'armée secrète basque qui est à l'origine de l'attentat. C'était tout à fait faux, en fait, c'était Al-Qaïda, le branche d'Al-Qaïda qui avait fait l'attentat, et donc ça va le décrédibiliser à quelques jours des élections. Et c'est ainsi que c'est un gouvernement socialiste qui se met en place alors avec José Luis Zapatero qui gouverne depuis lors en Espagne. Alors ce gouvernement a pris toute une série de mesures progressistes, également dans le domaine de la laïcité. Il fallait beaucoup de courage dans cette Espagne quand même qui reste catholique. Ce gouvernement a pris des mesures pour l'interruption, dépénalisant plutôt l'interruption volontaire de grossesse, a permis également le mariage des homosexuels. Ça a entraîné évidemment une levée de boucliers de la part du haut clergé et du Vatican. On a pu encore le voir lors d'un récent voyage, je crois que c'était il y a 15 jours, 3 semaines, du pape en Espagne. L'accueil n'était pas du tout le même quand il a été à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, et d'autre part l'accueil qu'il a eu à Barcelone, où là, quand il faisait la messe, il y avait de nombreux homosexuels qui s'embrassaient sur la bouche par défi, par provocation. Évidemment, dans les Asturies, en Galice, ce n'était pas possible, alors c'est un pays très, très catholique, cette région-là. Voilà. Donc les sentiments sont très mitigés. Il a également essayé de, de réveiller la mémoire douloureusement atteinte depuis la guerre civile, en permettant que l'on rouvre enfin les charniers de cette guerre civile, charniers dans lesquels on trouve donc des ossements de ces républicains, socialistes, communistes, anarchistes qui se sont battus pendant la guerre civile et sur lesquels il y avait le blackout total, évidemment, à l'époque franquiste. Donc
on a attendu plus de 30 ans, vous imaginez, pour qu'une loi permette que l'on commence à faire des fouilles. Terrible. Pourquoi? Parce que dans les mêmes familles, rien de pire qu'une guerre civile, dans la même famille, vous avez parfois le père qui est franquiste et le fils qui est communiste. Vous imaginez, il y a eu des bagarres terribles dans les familles, ou tout simplement dans un même village, les gens qui sont de l'autre côté de la rue étaient anarchistes, tandis que les autres étaient du côté de l'Église, de l'Espagne noire, face à l'Espagne rouge, si vous voulez. Donc c'est très très douloureux. Dans tous les pays où la dictature a disparu, il y a eu souvent des lois que l'on appelle loi de conciliation, loi d'oubli. Je pense en Afrique du Sud, par exemple, quand Mandela est arrivé. On a dit on ne va pas commencer à tous en faire la guerre civile une fois que l'apartheid est tombé. Des lois pour essayer de calmer les choses. Moi-même, j'étais en prison pendant 27 ans. Ce n'est pas pour autant que je vais maintenant en vouloir à mes bourreaux. En Argentine, au Chili, il y a toute une série de lois qui ont été destinées à apaiser, évidemment, les anciens belligérants. Évidemment, c'est très douloureux pour ceux qui ont eu des enfants ou des membres de leur famille qui ont été torturés. On leur dit non. Si on réveille ça, c'est la guerre civile dans le pays. Donc c'est extrêmement douloureux. Alors, voilà. Alors, il reste à vous parler un petit peu de l'Italie maintenant. L'Italie. Alors, l'Italie, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle a eu, je dirais, vous vous souvenez, l'Italie qui était du côté des Allemands jusqu'au mois de septembre 1943 a changé de camp et s'est trouvée du côté des Alliés. L'Italie est tout à fait ruinée également au lendemain de 1945. Il y a une pauvreté immense un peu partout en Italie, dans le sud, à Rome, dans les grandes villes. Alors les gens vivent dans la misère, il y a beaucoup de mendiants, les femmes doivent s'en tirer par la prostitution aussi auprès des Alliés, des Américains qui sont sur place. C'est triste à dire, il y a le marché noir qui fonctionne pour les cigarettes, l'alcool et toute une série de produits. Voilà. Cette situation a été bien reprise, je dirais, illustrée dans certains films de Rossellini ou d'Antonioni, par exemple. En 1948 a lieu un référendum quant au maintien ou non de la royauté. À quelques voix près, à quelques dizaines de milliers de voix près, la République est proclamée. On ne veut plus la maison de Savoie, du roi Umberto II plutôt, qui avait succédé à son père Victor Emmanuel III, qui avait joué quand même un sale rôle, parce qu'il avait soutenu Mussolini quand même. Donc ça avait été le roi du fascisme. Et donc les Italiens rejettent la monarchie de Savoie. Par contre, au Japon, vous savez que Hirohito, l'empereur qui avait mené le Japon avec un gouvernement militaire dans la Deuxième Guerre mondiale, a été immunisé, puisqu'il a vécu encore jusque dans les années 80. Alors c'était un criminel de guerre, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais en Italie, il y a rejet. Alors, le parti qui va dominer l'Italie dans l'après-guerre, pendant plus de 20 ans, 30 ans, c'est la démocratie chrétienne. C'est la démocratie chrétienne. C'est une démocratie chrétienne qui va se perdre dans toute une série de scandales politico-financiers. Démocratie chrétienne également qui connaîtra les affres dans les années 70, lorsque les brigades rouges, qui sont nées à Bologne en fait, vont tuer le président de la démocratie chrétienne, Aldo Moro. Ça se passe à un an de distance d'un phénomène tout à fait semblable, terroriste d'extrême gauche que l'on trouve en Allemagne, lorsque la RAF, c'est-à-dire la Rote Armee Fraktion, avait tué le président du patronat allemand Hans-Martin Schleyer. Donc c'est ce qu'on appelle les années de plomb, les années 70. Même les années de poudre pour certains. Par la suite,
il va y avoir alternance. L'alternance va pouvoir se faire avec la gauche, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, mais le président du Parti socialiste lui-même va, un petit peu comme Felipe González en Espagne, être entaché. Mais là, il a joué un rôle très clair là-dedans. Quand il fait Felipe González, c'est sans doute pas le cas. Il va être entaché par un scandale politico-financier. Je crois même qu'il va partir en Tunisie. À ce moment-là, c'est bénitocratie. Hein, et ça va faire le lit, évidemment, de partis plus extrémistes. Dans les années 1990, l'Italie voit qu'on a un événement important aussi, qui est d'une part la fin du parti communiste qui se dissout, et c'est évidemment lié aux événements d'Europe centrale à ce moment-là, et qui va se transformer en parti socialiste unifié, ou parti socialiste démocrate, je ne sais plus très bien, je ne sais plus si c'est PSD ou PSD, je crois, parti socialiste démocrate, avec entre autres Massimo D'Alema. Mais c'est l'époque également où naît un parti néofasciste, hein, dirigé par la petite fille Mussolini, Alessandra Mussolini, qui siège, sauf ma part, dans la législature actuelle au Parlement italien. Et qui était longtemps, je ne sais pas si c'est le cas dans le gouvernement-ci de Berlusconi, mais Alessandra Mussolini faisait partie de la majorité du gouvernement de Berlusconi. Il faut savoir que Mussolini n'a jamais été vécu en Italie comme Hitler en Allemagne. Le fascisme était vécu comme un régime autoritaire, certes. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler tout à l'heure des moyens de propagande, enfin dans un autre coup plutôt, des moyens de propagande et de répression menés par le fascisme, je n'avais pas le temps. Mais enfin, le fascisme, ça n'a quand même pas été la vie en rose pour la grande partie des Italiens. Le fascisme était moins inhumain que le nazisme, mais ça a quand même été une période de terreur pour beaucoup de gens, il ne faut quand même pas l'oublier. Malgré tout, les Italiens n'ont pas vécu le régime mussolinien de manière aussi, n'ont pas refoulé de la même manière que les Allemands ont refoulé le régime nazi. Alors, les années 2000 sont marquées en Italie évidemment par Berlusconi. Berlusconi qui est un magnat de la presse, qui possède un grand nombre de chaînes de télévision, de la radio, qui est l'homme le plus riche d'Italie, s'est retrouvé, grâce à son argent évidemment, Premier ministre d'Italie, c'est-à-dire président du Conseil italien, à plusieurs reprises. Il est surtout connu par tous les, même une politique de droite, on n'apprend pas, contre les étrangers, une politique ultralibérale, une politique également marquée par toute une série de scandales, puisqu'il fait promulguer par sa majorité des lois qui lui permettent de ne pas subir les foudres de la justice, ce qui est quand même assez gros de café, si je puis dire. Son parti s'appelle Alianza Nuova, donc l'Alliance Nouvelle, Nova plutôt, c'est l'espagnol, Alianza Nova, et c'est un parti en fait de droite, mais de droite populiste. Voilà, alors je crois avoir fait le tour des principaux pays d'Europe occidentale. En tout cas, il me reste à vous parler un petit peu quand même des pays d'Europe orientale, centrale. Je vais devoir faire vite parce que l'heure passe. Après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe centrale se trouve sous la coupe de l'Union soviétique. Les chefs des partis communistes qui osent s'opposer à l'Union soviétique sont éliminés. Je pense en particulier, vers 1950, à Slansky, qui était le chef du Parti communiste tchécoslovaque. Je pense également à Gomulka, qui lui ne va pas être exécuté, mais qui va être démis de ses fonctions, qui pourra retrouver ses fonctions plus tard, après 1956, en négociant en acceptant plutôt les lois, la loi de l'Union soviétique, de Khrouchtchev à l'époque.
il va y avoir plusieurs insurrections contre le régime communiste. En 1953, les ouvriers à Berlin-Est. En 1956, les Hongrois vont se soulever contre le régime communiste, mais son dirigeant Imre Nagy va partir à Moscou, il va disparaître, il va être exécuté. En 1968, il y a le fameux printemps de Prague, mais le printemps, c'est une métaphore parce que le printemps de Prague se situe en fait au mois d'août. Hein, c'est le printemps en tant que ce sont les petits bourgeons de la liberté qui est en train de renaître. La révolte est également matée par les chars soviétiques qui pénètrent dans Prague. Enfin, en 1980, de 1980 à 1981, un syndicat libre naît en Pologne, c'est le syndicat Solidarność, Solidarité, sur les chantiers navals de Gdańsk. Un électricien va d'ailleurs se mettre à la tête de ce syndicat, c'est Lech Wałęsa. Il aura beaucoup de succès, mais dès 1981, évidemment, les autorités polonaises ne l'entendent pas de cette oreille, et le général Jaruzelski, à la tête d'une véritable junte, comme dans les pays d'extrême droite d'Amérique latine, prend le pouvoir, décrète l'état d'urgence le 13 décembre 1981, et c'est seulement en 1983 que l'état d'urgence sera levé. Il faudra attendre 1988 pour que le syndicat, qu'il y ait des tentatives pour plutôt que pour le pluripartisme progressivement puisse se mettre en place, qu'un Premier ministre catholique chrétien, c'est la première fois qu'un non-communiste parvient à se trouver à la tête d'un gouvernement dans un pays communiste puisse diriger, c'est le gouvernement Mazowiecki. Et en 1989, alors là c'est la grande année de libération, si je puis dire, des peuples d'Europe centrale, les Polonais d'abord, les Hongrois ensuite, les Tchèques ensuite. Après, la frontière hongroise va d'abord être ouverte avec l'Autriche. Puis, vous allez avoir la révolution de Bourg à Prague. Et enfin, vous allez avoir l'ouverture du mur, donc le 9 novembre 1989, entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, la chute du régime est-allemand. Au mois de décembre, le 22 décembre, c'est la révolution à Bucarest. Le 25 décembre, exécution du président Nicolae Ceausescu, sa femme Elena, et puis les autres régimes vont suivre. Ça va être la Bulgarie, Žižkov, ensuite l'Albanie et la Yougoslavie qui va bientôt éclater. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans un autre cours des guerres balkaniques de la fin du XXe siècle. Alors ces pays-là d'Europe centrale ont dû, évidemment, reconstruire leur économie sur d'autres bases. Alors, une grande partie de la population regrette cette époque-là, alors c'est toujours le paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas la liberté, mais il y avait une égalité en ce qui concerne la sécurité sociale, soins de santé, éducation, etc. Donc on avait sa pension assurée, faible peut-être, on avait quand même de l'électricité, de l'eau, etc. Tandis que maintenant, ce sont des sociétés à deux vitesses qui fonctionnent dans ces pays-là, avec des gens très riches, des gens très pauvres et une classe moyenne qui subsiste tant bien que mal. Voilà. Voilà. Alors j'avais dit que je vous donnerais quelques explications sur la naissance de l'Europe maintenant. Alors, en 1948, le Benelux est créé. C'est donc une association économique entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui vise à supprimer les droits de douane entre les trois pays membres. Alors en 1950, à l'initiative de Jean Monnet, qui était commissaire au plan en France, et de Robert Schuman, qui était ministre des Affaires étrangères français, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, va naître en 1951, pour être plus précis. Il s'agissait en fait, pour la France, d'éviter que l'Allemagne ne reconnaisse, que l'Allemagne ne relance sa production dans le domaine de l'acier et puisse, par sa relance, être à l'origine d'une nouvelle guerre. Donc c'est un objectif économique et pacifique que celui de la CECA. Alors, en 1900,
1950, alors la CECA va comprendre l'Allemagne, la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux. En 1957, une étape suivante est franchie, c'est la signature du traité de Rome. Le traité de Rome est signé entre les mêmes pays et comprend 2 axes essentiellement. D'une part, la création d'un marché commun visant à supprimer les douanes entre les 6 pays membres, de créer également une politique agricole commune, ce que l'on va appeler plus tard l'Europe verte ou la PAC, PAC, et la création également d'une agence atomique visant à créer de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire à des fins civiles, non pas pour créer des bombes atomiques. Donc. L'Europe va s'élargir de 6 pays à 27 maintenant. Dans les années qui viennent, on va même passer, on va encore augmenter de 2 ou 3 membres, vraisemblablement. Donc on est parti de l'Europe occidentale, ça s'élargit vers l'Europe du Nord et l'Europe méridionale, et enfin, dans un 4e temps, vers l'Europe centrale. Les 2 ou 3 dates qu'il faut retenir pour l'histoire de la construction européenne, c'est certainement 1986, la signature de l'acte unique. L'acte unique visait à terme, il devait entrer en application en 1993, devait permettre la libre circulation des capitaux, des services, des biens, c'est-à-dire des marchandises, et des personnes, de telle manière que tout le monde puisse ouvrir un compte en banque si l'on est belge dans une banque grecque, ou d'avoir un assureur danois si on le souhaitait. En 1992, étape suivante, c'est la signature du traité de Maastricht. Maastricht, donc ville néerlandaise, où il est décidé qu'il faut élargir la politique économique à la politique tout court et à la culture, et à l'Europe sociale également, on en est loin, de telle manière que les travailleurs sociaux dans les différents pays les travailleurs puissent être protégés par les mêmes droits où qu'ils soient. Ouverture également à la culture, bientôt on aura des programmes style Erasmus qui permettront aux étudiants de pouvoir circuler à l'intérieur des frontières de l'Union. Voilà quelques éléments. Alors il y aura également un approfondissement sur le plan institutionnel. En effet, quelles sont les grandes caractéristiques de l'Union européenne? C'est que ces institutions ont leur siège à Bruxelles. Il y a l'exécutif est entre les mains du Conseil des ministres qui se spécialise par branche. Il y a le Conseil des ministres des Finances, le Conseil des ministres de l'Agriculture, etc. Il y a 2 fois par an 2 sommets regroupant les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble des pays de l'Union. Alors, la Commission européenne a un rôle d'initiative et d'exécution de ce qui est décidé justement par le Conseil des ministres. Le Parlement européen, qui depuis 1978 est élu au suffrage universel, a pour compétence essentiellement de discuter, de voter le budget de l'Union, mais il n'a pas toutes les prérogatives, évidemment, en ce qui concerne sur le plan législatif, qui reste encore entre les mains du Conseil des ministres. Législatif, oui. Alors, sur le plan judiciaire, il existe, oui, sur le plan législatif, faut-il le dire, donc ce Parlement se réunit à Bruxelles et à Strasbourg, 3 semaines par mois à Bruxelles et 1 semaine par mois à Strasbourg. Et sur le plan judiciaire, il existe également une Cour européenne de justice à Luxembourg. Voilà. Alors, dernière date importante que je voulais vous mentionner avant de vous montrer les livres. En 2002, une zone de 11 pays a été créée en Europe où ne circule qu'une seule monnaie, c'est l'euro. Voilà. Alors, qu'est-ce
quelques livres maintenant, après la démocratie. Alors, de Bino Olivi, L'Europe difficile, chez Folio, Histoire. Vous conseillez également de Raymond Aron, qui écrit maintenant il y a 35 ans, mais c'est assez significatif pour l'époque, en pleine guerre froide, plaidoyer pour l'Europe décadente. Sur le socialisme réformiste de Georges Lefranc, que sais-je, sur le libéralisme contemporain de Maurice Flamand, que sais-je, la démocratie chrétienne de Pierre Létamendia, que sais-je, alors de Jean-Marie Mailleur, des partis politiques à la démocratie chrétienne, 19e, 20e siècle, collection U, chez Armand Collin, de Charles Morazet, Le général de Gaulle et la République, chez Flammarion, que je vous conseille pour la thèse qu'il développe, le tome 3 ici de Jean Lacouture, sa biographie de Gaulle, Le souverain, au Seuil. Alors, Atlas des peuples d'Europe centrale à la découverte, ça concerne l'Allemagne et les pays de ce qu'on appelait jadis l'Europe de l'Est, de François-Georges Dreyfus, l'Allemagne contemporaine 1815-1990, donc jusqu'à l'unification d'Allemagne, donc aux presses universitaires de France. Alors, de Bertolt Brecht ici, alors là, quand je passe aux écrivains, sur le réalisme, un grand écrivain d'Allemagne de l'Est. Alors, de Heinrich Böll, L'honneur perdu de Katharina Blum, au Seuil, en point, ça concerne les années de plomb. De Heinrich Böll, Les enfants des morts au Seuil. Voilà, c'est le problème de la mauvaise conscience des Allemands par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Du même auteur, prix Nobel, Une mémoire allemande au Seuil. Passionnante. Alors, de Jacques London, L'aveu, en folio. Alors, on voit Yves Montand sur la page de couverture. Costa Gavras en a fait un film. Arthur London raconte sa propre vie en fait en Tchécoslovaquie, il était lui-même vice-ministre. De Václav Havel, Interrogatoire à distance en 10-18, le premier président de la République tchécoslovaque après la chute du mur, c'est un grand dramaturge. De Milan Kundera, La plaisanterie, c'est écrit en 1967. Voilà, en folio, grand écrivain. Et enfin, pour terminer, du grand écrivain albanais Ismail Kadare, Printemps albanais. Ça concerne également l'atmosphère en Albanie avant la chute du mur. J'ai dit.